Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 18e numéro du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV. Driss n'est pas en plateau avec moi cette semaine, une fois de plus j'ai envie de vous dire, mais c'est comme ça, il est en ligne depuis Cannes. Salut Driss, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous ? Ça va bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Cannes ? Je crois pas que pour une fois ça ait un rapport avec le garage. Tu fais jet-setter professionnel ? On va dire ça, ouais. À peu près, il y a un petit événement, il y a une petite fiesta ici qui s'appelle le Festival de Cannes. Donc, je suis là pour couvrir. J'en ai entendu parler. On s'est vu dimanche, en fait, pour être parfaitement honnête, où j'ai eu le plaisir également de faire quelques pas sur la croisette. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage en replay sur le site watch.tv, que vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit, télécharger les applications Windows Mobile et Android, et que vous pouvez également suivre notre compte Twitter @legaragewatch. Le hashtag pour poser vos questions pendant l'émission, c'est legaragewatch également. En fin d'émission, nous nous intéresserons à la nouvelle Volkswagen Polo, à la version SW de la voiture de l'année, la Peugeot 308, également au nouveau Piaggio MP3 500 LT. Avant ça, on va parler d'un accessoire qui est indispensable et même obligatoire, puisque je veux parler du casque de moto. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Mousset, qui est directeur marketing et communication de la marque Shark, et qui nous reçoit chez lui à Marseille. Bonjour Emmanuel. Bonjour messieurs, bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes en ligne depuis Marseille, où a été fondé et où est toujours implanté Shark. Dites-nous, depuis quand Shark fabrique-t-elle des casques ? La genèse de la marque, c'est dans les années 70, quand on est devenu importateur de la marque Nava, qui était une marque mondialement reconnue et qui était au top à cette époque-là. Et puis, au fur et à mesure, comme il y avait un petit peu des trous dans la gamme de Nava, il a été décidé. Alors on a un petit problème de son avec Emmanuel. J'ai également le plaisir d'accueillir en plateau l'ami Eric Philippe, que vous connaissez tous. Salut. Bonjour. Eric. Ça va ? Ça va bien, 18e numéro déjà ? 18e numéro. Dis donc, bon anniversaire, c'est la majorité maintenant. Exactement. T'es plutôt jet ou intégral ? Alors je devrais pas le dire, mais à la limite je préfère les jets que les intégraux. Pourquoi tu devrais pas le dire ? C'est pas sécure le jet. Je sais, c'est pas... Bon, il vaut mieux rouler avec un intégral, ça protège quand même drôlement mieux. Et Driss, toi qui roules en moto, c'est pareil ? Tu penses la même chose ? J'ai les deux et je suis tout à fait d'accord avec Eric. Il vaut mieux partir sur un intégral pour ce qui est de la protection. Après, c'est vrai que là, les beaux jours reviennent. Si on a envie de se balader, un jet, c'est quand même plus agréable. Et on en parlera, il y a quand même une solution intermédiaire entre le jet et l'intégral. Bon, alors ça, on verra tout ça avec Emmanuel quand on l'aura retrouvé. Ce que je vous propose... normalement. Voilà, Emmanuel est là. Bon, ça fait... tant mieux. Alors, on va en parler tout de suite, du coup, avec notre invité. On se retrouve dans une toute petite poignée de secondes, le temps d'une petite virgule. Alors Driss, depuis Cannes, tu vas nous aider à comprendre un petit peu ce que c'est que le casque de moto, son univers, et puis également ce qu'est cette belle marque Shark, qui est le leader français, mais également un des leaders mondiaux du casque. Alors oui, Shark, c'est une marque la petite marque qui monte, ou même qui est montée depuis pas mal de temps. Donc je suis allé les rencontrer il y a quelques semaines de ça, et j'ai été assez étonné parce que Shark, déjà, c'est une marque française. Donc c'est assez rare pour le souligner, marque française et leader sur son segment. Aujourd'hui, donc toute la société est basée à Marseille. Et je pense que Emmanuel sera le mieux placé pour nous parler un petit peu de la jeunesse de la société et puis toutes les ramifications, parce que Shark, c'est pas seulement les casques, il y a d'autres choses. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus, Emmanuel ? Oui, bien sûr, Driss. Donc, comme je l'expliquais avant que ça coupe, à la base, on était importateur de la marque Nava, qui était une marque italienne, l'un des leaders mondiaux à l'époque, dans la fin des années 70. Et puis, comme il y avait un petit peu des trous dans la gamme, on a commencé, il a été décidé, moi j'étais pas encore là bien sûr, de créer des casques à notre marque propre. Et puis en fait, l'idée de Shark, ça a été de se dire, il faut un nom court qui sonne agressif et qui soit international. C'est comme ça que la marque est venue.
Alors, ça fait qu'aujourd'hui, personne ne sait que cette marque est française et qui plus est marseillaise depuis toujours, mais c'est le cas. C'est une marque française et marseillaise et c'est une marque qui est très très vite montée parce qu'il y a eu des choix à la fois de produits, d'ADN de la marque et de communication qui ont été payants tout de suite. Ça vend bien du coup à l'international aussi, avec un nom justement qui a été voulu international? Ça vend essentiellement à l'international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est d'assez loin le numéro 1 français, mais 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Sur évidemment les marchés émergents traditionnels de l'économie. Qu'on se fasse une idée, parce que moi après tout j'en sais rien, ça représente combien de casques par an vendus sous la marque Shark? Un peu plus de 300 000 aujourd'hui. Oui. Oui, c'est énorme, c'est une belle réussite. Alors, moi, ce que je vois, parce que je suis pas motard, je ne cesse de le rappeler, mais voilà, ça me dédouane un petit peu des impressions. Ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens bien. Alors, je vois là sur la table, j'ai 4 casques. Derrière vous, il y en a des dizaines. C'est un produit de mode, le casque, en plus d'être un accessoire de sécurité? C'est avant tout un accessoire de sécurité et j'insiste assez fortement là-dessus et je rebondis. Moi aussi, je préconise évidemment l'intégral plutôt que le jet, mais c'est aussi évidemment un accessoire de mode. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir les anticiper parce que nous, on développe à 2 ans, 1 an suivant les modèles. Donc il faut savoir anticiper les tendances, mais il faut aussi savoir les créer et c'est l'ADN de Shark est l'une de ses forces, c'est de créer ces tendances-là. Donc il y a des tendances de style, de design, de déco. Il y a beaucoup de choses en fait. J'imagine que vous avez dans ces cas-là des stylistes, des découvreurs un petit peu pour ces tendances, hein. Comment ça se passe? Alors l'une des forces de Shark, c'est qu'on est tout intégré. Ça veut dire que le design se fait ici en interne et que c'est le fruit d'un travail de groupe. Donc entre le marketing, entre le design produit, ça veut évidemment dire qu'on suit énormément les tendances, encore une fois qu'on les crée, mais il y a tout un travail de veille qui est fait autour du design, autour des décorations, autour de l'utilisateur, au niveau mondial bien sûr. Au niveau des couleurs, je trouve que certaines quand même ressemblent beaucoup à celles qu'on peut trouver sur les motos directement. Est-ce que vous avez un partenariat avec les constructeurs de motos pour avoir la couleur qui se rapproche le plus, ou c'est vraiment on essaye de s'en approcher et on n'a pas le droit d'utiliser la vraie couleur, par exemple un vert kawa ou des choses comme ça? Je ne sais pas si on n'a pas le droit. En tout cas, il n'y a pas de partenariat réellement noué parce que ce serait compliqué. Il faut le faire soit avec personne, soit avec tous. Avec tous, c'est compliqué. Donc oui, il y a une velléité assez logique de créer un espèce de total look et donc de s'approcher du vert Kawa, du rouge Honda, du bleu Yamaha, du orange KTM, du orange Harley Davidson. Je pense que j'ai fâché à peu près personne. Normalement, ça devrait aller. Non, parce qu'on sent bien quand même que justement, quand on parle de mode et d'effet de mode, c'est aussi une extension en fait du motard et de la moto, un casque, et ça explique pourquoi finalement c'est très important d'avoir un design et des couleurs qui soient, comment dirais-je, appréciables. C'est pas juste un élément de sécurité, c'est clair. Alors nous, lors du voyage, on a pu rencontrer justement le designer et c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez la photo où on voit le mur avec tous ces visuels qui leur permettent de s'inspirer, de trouver les tendances actuelles. Il y a un gros travail qui est effectué en amont. Il y a pas mal de concepts qui sont créés sur ordinateur et c'était assez intéressant de voir comment les différentes équipes de Shark travaillent les unes avec les autres. Donc tout commence au niveau du design où là les gars se lâchent totalement. On est en plein, on a vu des concepts complètement futuristes et puis après on revient un petit peu terre à terre avec le bureau de validation qui voit si effectivement c'est réalisable d'une part et puis si industriellement parlant c'est possible de se lâcher de la sorte et je crois qu'Emmanuel d'ailleurs le dernier exemple c'est l'Euro qui a plutôt bien marché. Donc l'Euro, oui, c'est même un gros carton, un des plus gros cartons de l'histoire de la marque. Donc l'Euro, c'est les 2 casques qu'il y a devant vous. C'est celui qu'on voit derrière moi, si je dis pas de bêtises. C'est celui qu'on voit derrière, ouais. Exactement. Et c'est aussi le blanc et le rouge qui sont devant vous. Voilà, c'est celui-là. C'est un gros carton et bon... Quand on lance un casque, on ne sait jamais si ça va marcher ou pas, mais celui-là particulièrement parce qu'il est très particulier. Mais là, les influences, elles ont été paintball, jeux vidéo, aviation, ski, snowboard, skateboard. C'est-à-dire, on est vraiment allé chercher partout dans la culture urbaine, là où on peut essayer de toucher les gens et de leur parler à travers du design et des choses un peu innovantes et intéressantes. Donc c'est vrai qu'il a amené quelque chose sur le marché, il a tout de suite trouvé sa place.
Et quand on parlait de tendance tout à l'heure, aujourd'hui, on se dit qu'a priori, on a fait mouche, puisque quand on voit toutes les dernières sorties de Yamaha, MT-09, MT-07, MT-125, elles sont complètement dans cet esprit dark side, un peu particulier, un peu futuriste. D'ailleurs, ils ont utilisé ces casques-là pour faire la campagne de leur nouvelle moto. Ouais, c'est un style très anguleux, effectivement, qui fait penser un peu à tout ce que décrivait. C'est vrai que la Yamaha, on en a parlé dans l'émission, je crois que c'était au moment du salon de la moto ou un peu après. Effectivement, vous avez raison, rappelle un petit peu ça. Quand on crée ce genre de produit, qu'on lance des tendances, j'imagine qu'on doit être un peu copié, non ? Évidemment. Encore une fois, l'une des réputations de Shark, c'est d'être un faiseur de tendance. On est assez suivi, donc on est évidemment pas mal copié. Ça n'a pas encore été le cas sur l'Euro parce qu'il est un peu plus compliqué celui-là, mais oui, on est copié. Après, c'est le jeu, mais c'est là où la force de la marque doit être importante et prendre le pas. Alors, il y a le design, mais je crois que Shark, je me suis laissé dire, est également très en pointe sur la sécurité avec des particularités. C'est le leitmotiv de la marque. Ça veut dire que, oui, comme disait Driss, on se fait plaisir sur le design, on essaie de faire mouche et d'aller repousser les limites et d'aller loin, mais c'est jamais au détriment de la sécurité. Donc, sur le cahier des charges initial, toujours c'est écrit aller au-delà des normes de sécurité, c'est notre force. Et donc, il y a un organisme indépendant anglais qui a été créé, qui s'appelle le Sharp, avec un P à la fin. Donc, il y a une consonance avec Shark qui est malheureuse, mais c'est vraiment indépendant. Et qui est le sorte de crash tester des casques et qui note tous les casques intégraux du marché. Et nous, tous nos casques ont 4 ou 5 étoiles sur 5 possibles. Moi, je me suis laissé dire qu'un casque était homologué jusqu'à une certaine vitesse. Il me semble pas loin de 30 km/h, c'est vrai ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'homologation nous demande un certain nombre de critères, de ce qu'on appelle taper les casques. Ça veut dire on les fracasse vraiment contre différents angles et à différentes températures, à moins 20 degrés, à plus 30 degrés, sur des cornières, sur des choses rondes, etc. Donc, pour pouvoir homologuer un casque, il faut faire ces tests-là. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de 30 km/h, le casque est plus homologué. Au contraire, encore une fois, tous les tests qu'on fait et tout ce qu'on met en termes de technologie et de matériaux, heureusement, c'est fait pour protéger votre crâne au-delà de 30 km/h. Mais la norme impose ça dans un premier temps. Comment on sait que quand on débute, qu'on achète son premier scooter ou sa première moto, on va acheter son premier casque également, comment on sait qu'on achète un bon casque ? Quelle est la norme ? Il y a, j'imagine, comme toutes les normes, un numéro. Où est-ce qu'on le trouve ? Comment ça se passe ? Comment on sait qu'on achète un bon casque ? C'est une bonne question à laquelle c'est pas évident de répondre. Il y a marqué Shark dessus, ok, mais admettons. Non, il y a CE déjà. Déjà, tu as l'étiquette voilà. CE, ça commence. La norme CE 2205, ça veut dire que pour rouler en Europe, il faut une norme qui est dite la norme 2205, qui va peut-être bientôt évoluer en 2206. Pour pouvoir vendre un casque en Europe, il faut qu'il y ait cette norme. C'est important. Maintenant, théoriquement, enfin, c'est pas théoriquement, c'est sûr, si vous allez dans un magasin de moto, quel qu'il soit aujourd'hui, il n'y aura pas de casque qui soit pas 2205. Ça, c'est la première chose. Donc, ça vous, comment dire, ça vous garantit un niveau minimum de sécurité et ça veut dire que ce casque complet à la norme, c'est déjà une première chose. Après, on peut complaire tout juste ou aller vraiment au-delà. Alors donc, vous l'avez dit, et mes camarades acquiescent, c'est le casque intégral qui protège le mieux. Maintenant, vous n'avez pas que ça dans la collection. J'ai vu votre catalogue, il est impressionnant. Il y en a une 50aine de pages. Donc, il y a les jets. Il y a d'autres choses. Donc, le jet, on voit bien ce que c'est. C'est un casque qui n'a pas de mentonnière, donc pas de protection maxillaire. C'est comme ça qu'on dit. Il y a des choses intermédiaires entre les deux, entre l'intégral et le jet. Comment ça se passe ? La réponse est dans la question. Oui, en fait, il y a 4 sortes de casques. Il y a les intégraux, il y a les jets, il y a les cross qui sont un petit peu à part, et il y a ce qu'on appelle les modulables. Donc, le modulable, c'est ce qu'il y a derrière moi. Pardon, l'autre côté, c'est comme la météo. Donc, c'est un intégral dont la mentonnière se relève pour devenir un jet. Donc, Shark a été un précurseur dans le domaine, puisqu'on a été les premiers à avoir un casque qui soit homologué à la fois jet et intégral. Donc c'est un espèce de compromis entre les deux. C'est le casque vert en haut là que vous voyez au-dessus de la tête notamment, qui est là en version jet. Donc la mentonnière vient se caler derrière ici, derrière le crâne. Voilà.
L'inconvénient, par contre, on va le préciser, de ce type de casque-là, c'est que c'est un peu plus lourd en général et un petit peu plus gros, étant donné qu'il y a toute une mécanique pour ouvrir le casque. Donc c'est vrai que ce sont des lignes un peu moins effilées, si je puis dire, et c'est un petit peu plus lourd. Mais bon, c'est un choix. Après, on a un 2 en 1. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a pratiquement l'avantage des deux. Si ce n'est le poids, effectivement, le modulable, l'intérêt, c'est quand on est en ville, notamment, où on roule pas forcément très vite. S'il se met à faire un petit peu chaud et qu'on arrive au feu rouge, on peut assez rapidement découvrir le visage et respirer un petit peu. Et puis, dès qu'on commence à rouler un petit peu plus vite et qu'on est plus dans la circulation, vraiment, le fait de le refermer, là, l'aspect sécurité reprend le pas. Et très clairement, il vaut mieux avoir un modulable qu'un jet. Et l'idéal, c'est l'intégral, mais c'est vrai que l'intégral c'est très contraignant parce qu'on a quand même cette sensation d'enfermement qui est pas désagréable quand on roule vite sur l'autoroute, mais quand on est en ville c'est un petit peu compliqué à supporter quand la chaleur commence à augmenter avec les saisons, quoi. Alors moi, il y a une chose qui m'étonne, que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'il y a les anciens casques donc, qui ne seraient pas homologués aujourd'hui peuvent toujours continuer à être utilisés, notamment ces casques bol qu'on voit sur les motos anciennes. Hein. C'est étonnant ça. Ça se fait plus les casques bol, si? Ça se fait plus parce que c'est plus homologué. Et théoriquement, si vous vous faites arrêter, vous êtes verbalisable. Combien de temps c'est la durée de vie Je vais vous la refaire. La durée de vie d'un casque, c'est à peu près combien d'années? Je crois que c'est 5 ans, c'est ça? Il faut le changer tous les 5 ans. Nous, on les garantit 5 ans et on recommande de les changer 5 ans. S'il n'y a pas eu de choc. Dès qu'il y a un choc, même s'il n'y a pas de fracture visible sur le casque, il faut le changer parce qu'il a forcément été fragilisé, quelle que soit la marque. Hein. Voilà, ça c'est la théorie. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours votre casque. C'est d'ailleurs pour ça, hein, quand vous croisez un motard, il fait attention à son casque parce qu'il faut quand même savoir qu'un bon casque, c'est plus de 300-400 euros. Prix de départ, hein. Après ça peut monter encore plus haut. Et effectivement, on le fait tomber, on est censé le changer. Le problème, c'est quand vous payez ce prix-là sur un casque, on n'a pas forcément les moyens de le changer. Et il serait important aussi de préciser, hein, de nos jours, on n'arrête pas de nous faire... on est dans une société répressive où on n'arrête pas de nous parler de la sécurité. Aujourd'hui, le casque, qui est un outil de sécurité indispensable, est quand même assujetti à une TVA pleine à 20,6. Donc il y a quand même il y a un certain paradoxe à ce niveau. Mais on en parle de plus en plus d'ailleurs d'aider les motards d'une façon ou d'une autre, avec j'ai cru voir des kits, avec un casque, un blouson, des gants qui seraient un petit peu moins chers. C'est pas une aide directe, mais disons que on est quand même en train de chercher en tout cas à inciter les gens à s'équiper avec des éléments de sécurité, ce qui paraît tout à fait normal. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une voiture qui n'aurait pas de ceinture de sécurité. Et je dis pas la ceinture de sécurité pour rien, parce que il me semble que le casque et la ceinture de sécurité ont été imposés en même temps en 73, en juillet. 73, oui, c'est ça. Et étonnamment, il y en a un qui a été rendu obligatoire dans les voitures et il fallait en plus le porter. Le casque, lui, il n'est pas vendu avec la moto, c'est un peu à l'avenant, on fait un petit peu ce qu'on veut avec, et c'est peut-être un petit peu dommage d'ailleurs. C'est des revendications qu'en tant que constructeur vous avez ça auprès des pouvoirs publics d'essayer de faire baisser le taux de TVA ou trouver des aides, des aides au financement pour les motards, Emmanuel? Oui, évidemment. Après, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des syndicats et des lobbies qui sont très puissants dans l'automobile, qui sont moins puissants dans la moto, même si nous, on appartient aux Français et à l'Européen, avec notamment les Français et les Italiens qui sont très présents. Oui, bien sûr, mais c'est du travail de très longue haleine et comme vous l'avez justement signalé, c'est très déconnecté de la moto, tout en y étant indispensable. Là où la voiture, c'est du tout intégré. Maintenant, il y a énormément de choses qui changent. Oui, on vient de signer des partenariats avec les assurances, notamment pour des packs qui sont en train de se mettre en place. Et il y a aussi l'airbag, dont on pourrait, c'est un petit peu un sujet à part, mais qui commence à se développer dans la moto, sur lesquels aussi on est précurseur. Et c'est exactement le même exemple que la ceinture de sécurité. Ça veut dire aujourd'hui, la ceinture de sécurité, elle est obligatoire, elle est dans toutes les voitures, les airbags aussi. Pourquoi pas l'airbag moto? Quand vous dites que vous êtes précurseur, c'est vous en tant que Shark, je parle de l'airbag? Bering, d'accord. Notre marque de vêtements Bering. Oui. D'accord, donc effectivement, on peut peut-être le rappeler, Shark fait des casques, mais c'est pas la seule activité du groupe, hein. Vous faites également du vêtement moto. Exactement, dans le groupe il y a aussi Bering qui est aussi le numéro 1 français de l'équipement moto, donc les gants, les blousons, les vestes, les pantalons. Il y a Segura qui est son pendant un peu plus classique. Et puis Baxter, qui est situé en Normandie, qui fait de la sellerie, de la bagagerie. On dit un Baxter, c'est comme Frigidaire, c'est un petit peu passé dans le langage courant, c'est les protège-réservoirs.
Alors, Driss, donc on a parlé un petit peu des différents types de casques. Il y a des accessoires également qu'on met sur les casques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces choses-là? Alors, juste une chose, hein, tiens, quand on parlait de sécurité, j'ai une question à poser à Emmanuel. Et je me suis entendu dire que, effectivement, le casque est obligatoire à moto, mais on ne précise pas où. C'est-à-dire qu'on doit avoir un casque, mais il n'est pas précisé dans le code de la route qu'on doit le porter sur la tête. Oui. C'est vrai ou pas, ça? Il y a a priori une petite faille dans le code de la route qui dit que le port du casque est obligatoire. Mais au final, si je l'ai autour du coude, je le porte, mon casque. Oui. Ouais, enfin, ça protège pas la tête et on se casse le bras, donc c'est pas la peine. Hein. Dans ce cas-là, autant le laisser directement sur le porte-bagages de la moto. Si c'est intéressant. Et une chose aussi, juste pour rester sur la thématique de la sécurité, hein, c'est vrai qu'il est important de rappeler, moi je vois souvent des jeunes qui portent un casque avec qui n'est pas attaché, une jugulaire ouverte, avec la jugulaire ou la jugulaire qui n'est pas serrée. C'est important de rappeler de bien serrer la jugulaire parce qu'en cas d'accident, votre casque, vous êtes éjecté et le casque sera éjecté également et puis ça sert à rien. Vous l'aurez plus sur la tête et là. Moi, alors pour tout te dire, je croyais même qu'il était obligatoire qu'elle soit fermée et serrée et qu'on pouvait se faire verbaliser si elle était ouverte. Je sais pas ce qu'il en est. C'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Et juste pour compléter ce que dit Driss, parce que c'est vraiment très important, ne pas attacher la jugulaire, c'est comme si vous n'aviez pas de casque. Et l'autre chose qu'on ne sait pas, c'est aussi quand vous transportez un enfant ou un passager, lui prêter votre casque, qui serait un casque qui n'est pas à sa taille, c'est pareil. C'est quasiment comme si vous n'aviez pas de casque. Ça ne protège pas. Attends, on pense aux images de ce pilote de Grand Prix qui s'est tué il n'y a pas si longtemps que ça encore. Alors que c'est quand même quelqu'un qui est tout à fait au fait de la sécurité et qui est en compétition, donc ils sont vraiment très sensibilisés à ça. Quand il est tombé, on a vu son casque voler. Donc c'est bien qu'à un moment, enfin, c'est très très important qu'il soit très très bien attaché. C'est très important qu'un casque soit très bien ajusté. Il faut que ça serre un peu. Il faut pas que ça puisse repartir en arrière. Il faut vraiment. D'ailleurs, il y a de très il y a de très bons conseils dans les boutiques, dans les magasins où on les achète. Les gens sont très sensibilisés, très bien informés à ce sujet-là. Il faut vraiment leur faire confiance parce qu'on a tendance à vouloir avoir quelque chose d'un peu confortable. Un casque à l'origine n'est pas confortable. Et quand il commence à devenir confortable, il faut dire ce qu'il est. Quand il commence on le met comme un chausson, c'est qu'il est beaucoup moins efficace. Il faut que ça serre un peu, il faut qu'on soit un peu maintenu à l'intérieur. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est ce qui vous sauve la vie au final, quoi. Et il faut en essayer plusieurs. Hein. Moi, je sais qu'il y a certaines marques auxquelles je suis allergique, non pas à cause de la marque. Hein. J'aime beaucoup leur design, etc. Mais le dessin de la coque à l'intérieur ne correspond pas à ma morphologie. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des morphologies dans les casques. Il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs pour trouver le sien. Ça explique aussi pourquoi, Emmanuel, vous en proposez autant au catalogue en dehors de l'aspect design, mais est-ce que vous avez également j'imagine des coques intérieures, des recherches sur le confort, même si Eric dit que c'est pas le casque doit pas forcément être confortable, mais c'est un élément qui fait partie de votre offre, cette diversité. Je vois des fibres de coton, des choses comme ça, des nouvelles choses. C'est dans ce but-là qu'on en fait autant. Alors, pour contrecarrer un petit peu ce qu'a dit Eric, heureusement on progresse et heureusement aujourd'hui quand même on peut être confortable dans un casque qui est à sa taille et bien protégé. De plus en plus. C'était peut-être vrai il y a quelques années, ce que vous avez dit. Heureusement qu'on a progressé là-dessus. Donc oui, nous, on a des recherches tout le temps sur les matériaux, sur les process, sur la technologie. On a nos propres usines. On a 2 usines, on ne sous-traite rien là-dessus. Donc il y a 2 ans maintenant, on a lancé des traitements des fibres intérieures à base de bambou, ce qui les rend naturellement hypoallergéniques, anti-sudation et antibactériens. Maintenant, pour répondre à votre question, on a différentes tailles de calottes qui permettent de couvrir les différentes tailles de tête, XS, S, M, L, XL. Il n'y a pas différentes morphologies de calottes chez Shark, et d'ailleurs très peu chez les concurrents. C'est presque un faux débat tout ça, parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par un grand centre de recherche allemand, qui montrent qu'au final, l'idée de croire que les Asiatiques ont les têtes plus rondes et les Européens les têtes plus longues, etc., c'est pas vrai. Ou c'est à la marge, on va dire. Non, certes, mais en revanche, moi je t'avoue que je citerai pas la marque, mais dès que je mets leur casque, j'ai une barre au front au bout d'une demi-heure, quoi. C'est insupportable. Ça, par contre, c'est vrai, c'est le cas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre de Shark parce que leur morphologie, je sais pas l'expliquer, elle est pas. Vous avez des fronts proéminents, des choses comme ça.
c'est aussi imposé par la norme. Ça veut dire que la norme impose des fausses têtes. Ça veut dire que quand on crache les casques pour qu'ils acquièrent la norme, on met évidemment pas des vrais humains dedans, on met des fausses têtes qui sont normées, ISO-normées, en termes de taille, de poids, etc. Et ces têtes-là, elles sont normées, donc on est aussi obligé de s'adapter à ça. Non, mais on a tous notre bête noire en matière de marque de casque. Hein. Il y en a qu'on peut pas mettre, effectivement, c'est pas Shark ou autre. Moi, je sais qu'il y a aussi d'autres marques, ça rentre pas, quoi. J'arrive pas à refermer. Enfin voilà, j'ai le menton. Pourtant, j'ai pas un gros menton. Et ça passe pas, c'est comme ça, c'est une question de forme de tête. Alors Driss, les casques, j'imagine, s'adaptent aux usages, aux nouveaux usages. Je pense donc à tout ce qui est accessoires de communication, de téléphonie. Parle-nous un petit peu de ça. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde ultra connecté et certains ont besoin de rester joignables quand ils sont à moto, enfin quand ils ont un casque sur la tête. Donc effectivement, le kit main libre existe dans la voiture, mais il existe aussi pour la moto. Alors on a deux types de solutions. La première, qui est la plus évidente quand on y pense, c'est d'installer le kit directement sur son casque, ou même il y a les sauvages comme nous parfois qui mettons un kit main libre comme ça sous le casque, qui n'est pas le plus confortable. Ensuite, il y a des solutions, c'est toujours en Bluetooth la plupart du temps. C'est un petit boîtier qu'on va clipser sur le côté du casque avec une oreillette à l'intérieur et un micro, ce qui permet de téléphoner. Et certains constructeurs, dont Shark d'ailleurs, je crois que vous avez été les premiers à proposer... non, c'est pas vous, je sais plus. Enfin, on n'était pas les premiers, mais... Voilà, certains casques vous proposent, ont un emplacement dans lequel on peut, en option, intégrer un système de communication Bluetooth. Donc quasiment l'intégralité de la gamme chez nous, c'est le cas. Ça veut dire qu'il y a un petit logement qui est prévu pour la batterie, tous les passages de fil, et surtout le boîtier de télécommande est extrêmement fin et plat et fait pour s'adapter à tous nos casques. Donc on ne bricole pas son casque pour passer des câbles dedans. Ça, j'imagine que c'est une chose à proscrire. Alors je vais vous apprendre quelque chose, c'est que le simple fait de coller un autocollant sur votre casque le rend, les assurances peuvent vous dire, si vous avez eu un accident, attendez, vous avez collé un autocollant, je ne vous assure pas. Parce qu'on n'est pas capable de déterminer ce que vont faire les différents solvants entre ceux qui sont sur l'autocollant et sur le casque. Enfin, en tout cas, on se prend des précautions là-dessus de dire ça peut altérer les qualités physiques du casque et donc sa fonction première qui est de vous protéger. Hormis donc, ceux, non, évidemment, on ne bricole pas son casque. Hormis ceux, évidemment, qui sont là pour réfléchir la lumière et qui sont une obligation légale. Et en ce moment, je rappelle que, notamment en région parisienne, les forces de l'ordre sont quand même très sensibilisées sur le fait qu'on ait ou pas ces petits réflecteurs et qu'ils ont tendance à mettre de belles amendes si c'est pas le cas. Et ça fait un peu moins joli, mais alors ça peut vous éviter. C'est intéressant ce que tu dis, Rick, parce que là, sur tous les casques que j'ai devant moi, il y en a pas. Non, mais ils sont dans les cartons. Ils sont dans les cartons, donc ça veut dire qu'il faut les coller après. Soi-même. D'accord. Exactement. En fait, c'est un gentil geste de la part des fabricants de casques qui laissent quand même la possibilité à celui qui l'achète de garder ou non un design tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire sans les autocollants forcément. Mais je vous rappelle, vraiment, j'insiste, collez-les, parce que ça peut vous coûter très cher de pas les coller. Hormis l'aspect sécurité qui fait que on vous repère moins facilement, mais ne serait-ce que pour éviter les amendes, c'est pas plus mal. Alors, j'ai également entendu... Pardon, allez-y, excusez-moi Emmanuel, non, je vous ai c'est coupé. juste que, en fait, c'est quelque chose qui est obligatoire que en France, Eric. Et comme je vous le rappelle, on vend 70% à l'export, c'est pour ça qu'on les colle pas directement, mais qu'on les met dans la boîte. C'était gentil, je voulais juste dire que vous étiez sympa, si vous voulez le dire vraiment. Non, mais voilà, il y a une obligation, c'est comme la règle des 100 chevaux, il n'y a qu'en France. J'ai également entendu parler de feu de stop pour casque, ça existe ça ? On peut pas appeler ça comme ça, non. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité routière et les forces de l'ordre interdisent de faire des systèmes combinés avec le feu de stop. Ça veut dire que je n'ai pas le droit, moi, que la lumière rouge s'allume sur mon casque quand je freine. Pourquoi ? Parce que ma tête étant un élément mobile, le feu de stop ne doit pas être un élément mobile. Donc c'est pas exact. Et nous, on le fait pas en tout cas. D'accord. Certains le font. Il y a au moins une marque, Scorpion, qui fait ça. Quand on freine, en fait, il y a des capteurs à l'intérieur et quand il ressent le freinage, ça s'allume derrière. Donc un accéléromètre qui... Voilà. Mais effectivement, ça peut pas être en tout cas, ça peut évidemment pas être le seul élément de stop sur le pilote, quoi. Driss, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur les casques avant qu'on passe à un autre sujet de roue d'ailleurs ? Alors, il y avait une chose qui était intéressante, j'insiste lourdement là-dessus, mais bon, c'est tellement rare qu'on va le préciser, c'est que donc Shark, basé à Marseille, qui a plusieurs sociétés, vous faites fabriquer à l'étranger, mais le stock est aussi basé à Marseille.
Oui, c'est ça. Toute la conception des casques est faite ici à Marseille. Le marketing, le design, la conception assistée par ordinateur, vraiment, et l'intérieur, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est-à-dire que nous, on a quelqu'un qui vient de la haute couture, qui est un vrai spécialiste du textile et qui fait les intérieurs pour le confort. Et ensuite, il y a juste l'assemblage et la fabrication qui sont faits dans nos 2 usines, une en Thaïlande et une au Portugal. Et ensuite, presque tout est rapatrié ici, logistiquement à Marseille, sauf évidemment quand c'est des conteneurs directement qui partent de Thaïlande vers l'Australie, par exemple. Peut-être juste un mot sur l'euro, parce que il me semble, Driss, que t'en as un aussi, et moi aussi j'en ai essayé un, et étonnamment, parce que sur le papier c'est pas forcément ce casque-là, hein, voilà. sur le papier c'est pas forcément écrit comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur le papier vous avez quand même un casque avec un masque qui est amovible, qui bouge, qui est vraiment masque, comme si c'est ça qu'on peut mettre à la place ici. Sur le papier, on pourrait se dire ça va pas forcément être très confortable parce qu'on a des élastiques qui viennent plaquer le masque contre le visage. On pourrait se dire le vent va passer. On pourrait se dire la visière fumée ça va nous empêcher de voir la nuit. Enfin, on pourrait lui trouver plein de défauts comme ça sur le papier. Et je vais vous dire quelque chose. Pour l'avoir essayé depuis un certain temps déjà, je suis extrêmement surpris par le confort du casque. C'est hyper agréable à l'intérieur, c'est très doux. Il me semble que c'est du bambou, c'est parfait. Le masque en lui-même est pas du tout désagréable. On voit très bien. Il y a jamais de buée. J'ai pris un peu la pluie. J'ai quasiment pas pris une goutte d'eau. Il y a eu un petit peu de buée qui s'est créée à l'intérieur du masque. Enfin, moi, je comprends maintenant un petit peu mieux le succès de ce casque, parce que c'est pas seulement pour des questions esthétiques. Et franchement, je vous le dis, je suis vraiment fasciné par la qualité de ce qui a été réalisé par Shark, et je pense que c'est important de le dire, parce qu'on peut de temps en temps être assez critique facilement sur ce qu'on essaye, et là pour le coup, je suis très surpris, et très agréablement surpris, et je pense que ça justifie, d'autant que c'est léger, vraiment, on n'entend pas beaucoup de bruit à l'intérieur, les bruits de vent, etc. C'est une belle petite prouesse technique, parce que ça a pas dû être simple au départ d'intégrer un masque comme ça, sur un casque qui n'a pas de visière, qui n'a rien à l'origine. Combien coûte ce casque-là d'ailleurs? Parce que on a parlé tout à l'heure, Driss parlait des prix des casques qui pouvaient s'envoler, dépasser allègrement les 400-500 euros. Il faut compter combien pour un premier prix, pour un bon casque premier prix, mettons chez Shark, et combien vaut cette nouveauté? L'euro se trouve à partir de 229 euros. Merci Eric, j'ai rien à rajouter sur le descriptif du produit. C'était pas mal. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, voilà, je peux être très critique sur certaines choses. Là, ça appelle pas beaucoup de critiques. Alors donc pour le prix de départ, qu'est-ce qu'on a? On a l'euro à 229 euros. Donc l'euro Non, c'est pas le moins cher chez nous. En fait, très très schématiquement et basiquement, la gamme des casques en France, hors Shark, quelle que soit la marque. On a les casques premier prix qui sont aux alentours des 100 euros, on va dire de 89 à 129 euros. On a un cœur de gamme qui va de 129 à 300, 400 euros. Et puis ensuite, on a les hauts de gamme qui sont de 400, 500, 600, 800. On en trouve même à 1000 euros. D'accord. Effectivement, ça laisse une large palette de choix. Driss, un mot pour finir sur les casques? Écoute, tout est dit, hein. Essayez de le porter sur la tête plutôt que sur le coude. Même à Marseille. Même à Marseille, oui, surtout peut-être ici quand il fait chaud. C'est vrai que je rejoins Eric sur ce qu'il a dit sur l'euro, hein. Moi, je l'ai adopté. Et ouais, c'est vraiment un très très bon casque. Et une précision, c'est que il vous permet aussi de respecter les limitations de vitesse sur l'autoroute, étant donné que c'est à partir de 120, 130 km/h que ça commence à devenir vraiment gênant, le bruit, les perturbations. En dessous, moi j'ai un Roadster, donc j'ai pas de protection devant la moto, et c'est très confortable. Bien, Emmanuel, vous restez avec nous. On va parler d'un autre sujet qui va vous rejoindre un petit peu, puisque Eric a essayé pour nous un nouveau Piaggio, un nouveau MP3, une nouvelle version du MP3, ce fameux scooter à 3 roues. La star même, on peut dire, des scooters. Et pour le coup, il a 3 roues. Alors c'est un peu difficile depuis le temps qu'il existe de le placer quelque part, parce qu'il est quand même un peu à mi-chemin entre la voiture et le 2 roues. Il a pas fait du bien d'ailleurs au marché du dos, à vrai dire, le MP3, parce qu'il a pris quand même pas mal de parts de marché. On en vend, on va dire dans les 10 000 par an en France. Alors moi j'ai noté 150 000 exemplaires déjà écoulés depuis qu'il est sorti. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, le premier un peu moins. Dont à mon avis la moitié en France. C'était 2006 le lancement du premier en 125. Il y en a 70 à 80 000 me semble-t-il en France. Je pense que je suis très très proche là. Et ce que vous voyez là, effectivement, c'est le nouveau MP3 500 LT
on le reconnaît parce que l'arrière notamment a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus effilé, c'est plus racé, c'est peut-être un petit peu plus techno aussi. Avant c'était un petit peu rondouillard l'arrière, une espèce de grosse protubérance, bon c'était pas forcément très élégant. Là pour le coup en plus il a gagné en élégance et il a gagné aussi beaucoup, alors c'est en sécurité. On reprochait beaucoup au MP3 de pas avoir d'ABS, ce qui alors maintenant va être la norme. De toute façon on pourra plus vendre de véhicules sans ABS, mais pour le coup lui n'en avait pas. Alors la justification de Piaggio c'était de dire on n'a pas besoin d'ABS parce qu'on a 2 roues à l'avant et qu'à partir de là la capacité de freinage du véhicule est nettement plus importante et puis la possibilité de tomber l'est beaucoup moins pour le coup. Donc ils ont quand même été obligés. Alors est-ce que ce sont des demandes comme ils le disent des clients ou est-ce que c'est une obligation légale? Ça je vous en laisse juge. Il me semble qu'il y a une obligation légale derrière à partir d'une certaine date. Toujours est-il que maintenant il y a l'ABS et en plus il y a l'anti-patinage à la roue arrière, ce qui fait que même si on accélère très fort, par exemple en partant d'un feu rouge et que c'est un peu humide, qu'on est sur une bande blanche ou n'importe quoi, le scooter se coupe, ce qui permet d'éviter de déraper, d'avoir la roue arrière qui se dérobe. Ça pouvait faire partie des choses qui faisaient tomber les gens, parce qu'il y a quand même des gens qui réussissaient à tomber. Le moteur aussi a pas mal évolué. Plus efficace, d'après ce que j'ai compris. Plus efficace parce alors, qu'en fait... quand je parle d'efficacité, je parle de rendement, d'économie à l'usage. Ouais, alors il y a deux façons de voir l'efficacité et il est meilleur dans les deux. Il y a effectivement un meilleur rendement avec une touche éco en plus qui permet de juguler un petit peu le moteur et donc de consommer un petit peu moins. Et puis si on n'est pas avec la touche éco et qu'on l'utilise à bas régime entre guillemets, il est aussi plus efficace parce qu'il a plus de couple à bas régime, ce qui fait qu'on part un petit peu plus fort au feu rouge. Et c'est vrai que comme c'est très urbain, bon, c'est important d'avoir un petit peu de pêche comme ça en partant au feu rouge. C'est nettement plus efficace. J'ai noté 45 Nm autour de 3000 tours si ma mémoire est bonne. Ce qui commence à faire pas mal sur un véhicule qui fait plus de 200 kg, mais enfin qui est pas non plus une voiture, c'est déjà 263 kg si mes notes sont exactes. C'est nettement plus lourd que d'autres, mais bon, il y a 2 roues à l'avant. Donc forcément. 500, j'imagine que c'est la cylindrée. Ouais, 500 c'est la cylindrée, 500 cm3. Alors il y a des équivalents sur le marché. C'est effectivement moins efficace par exemple qu'un T-Max, mais ça n'a pas du tout la même vocation. Et puis encore une fois, il y a 2 roues à l'avant. C'est quand même un système assez lourd, ce qui se passe à l'avant. D'ailleurs, ça se ressent quand on conduit. Ça demande quand même un petit temps d'adaptation. On a un petit peu plus de mal à faire du pif-paf, comme on dit, c'est-à-dire de passer de droite à gauche très rapidement. La chicane est difficile à négocier avec un MP3. Il faut dire ce qu'il est. Il faut de l'habitude, il faut de l'engagement, ça demande de se jeter un peu dans le virage, mais après c'est très simple et c'est vrai que ça s'avère très agréable au quotidien au final. Et alors les roues ont grossi d'après ce que j'ai compris, elles sont passées de 12 à 13 pouces. Qu'est-ce que ça apporte ça, des roues plus grosses sur de la stabilité à haute vitesse, j'imagine. Ouais. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois et honnêtement c'est vrai que j'ai ressenti plus de sensations de sécurité encore, c'est-à-dire qu'il est encore un petit peu plus sur sa ligne. C'est vrai que ça bouge encore un peu, ça gigote, ça a tendance un petit peu à louvoyer quand même sur des raccords ou des choses comme ça quand on est sur l'angle et qu'on roule assez vite sur autoroute notamment, mais ça reste assez impressionnant cette sensation de sécurité qu'on a dans le train avant quand il est sur l'angle, il est vraiment rivé à l'asphalte, on a vraiment l'impression d'être sur un rail. Moi j'ai même ressenti pour la première fois avec celui-là, je sais pas si c'était le cas avant, je me souviens pas d'avoir ressenti ça avant, c'est cette sensation qu'il est posé sur l'angle et qu'ensuite on peut rouler même tout doucement, qui reste dans sa position initiale, comme s'il y avait une petite résistance, ce qui doit pas être le cas, mais c'est une sensation. Alors par contre ça n'empêche pas évidemment de repartir de l'autre côté, il n'y a aucun souci, on n'est pas bloqué dans une position, mais on a un petit peu cette sensation. Donc ça penche. Attention. Driss, moi, oui. j'avais l'ancienne version, justement, donc je peux en parler. Il y a des choses là qui ont été ajoutées. L'anti-patinage, oui, carrément, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit démarrage un peu fort, dirons-nous. L'arrière partait et je l'ai récupéré. J'ai repris le contrôle, mais c'est parfois limite. Et l'autre chose qui était totalement indispensable, c'est l'ABS, parce que comme vous le disiez, c'est un véhicule qui est lourd, qui est puissant, et je peux vous dire que si vous n'anticipiez pas votre freinage, l'accident était garanti. Moi, j'étais pas très rassuré sur le MP3, la version précédente, et ça marche très très bien, c'est très confortable, mais c'est très lourd. Et j'ai un problème avec cette machine-là, là, c'est ce qu'on voyait sur les images. On voit le pilote en costume, cravate, etc. Ce sont des véhicules accessibles avec un permis voiture.
je vais être très méchant en disant ça, mais moi, quand je suis au guidon de la moto et que je vois un MP3, je me dis attention parce que lui, il surveille pas ses angles morts. Il y a quand même un gros problème de formation sur ces véhicules-là. Mais en revanche, je pense que ce sont des nouveautés qui sont vraiment les bienvenues parce que, ouais, comme je disais, je me suis parfois fait peur avec la précédente version. Pour être franc, moi j'ai interrogé quelques assureurs parce que je pensais en le voyant arriver et voyant que on pouvait avoir des cylindrées qui étaient de plus de 300 cm3, 500 cm3 sans permis moto. Moi j'ai eu très peur au départ. Moi aussi je suis motard et moi aussi j'ai mon permis moto. C'est pas une fierté, on s'en fiche, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur de ça, du comportement d'un automobiliste qui se retrouve sur un deux roues qui est capable d'accélérer aussi fort avec 500 cm3, ça commence à envoyer un petit peu. Ça fait 40 chevaux quand même. Hein, c'est vrai que bon, le comportement est peut-être un petit peu différent du motard de base qui a passé son permis, qui a été très très prévenu des risques et qui fait très attention à ses angles morts et qui tourne la tête, etc. Peut-être que les personnes qui sont propriétaires de ce genre de véhicule le font un petit peu moins, et encore que je pense qu'à un moment, si on le fait pas, on se tue, donc je pense qu'ils finissent par le faire, ils l'apprennent par expérience. Il vaut mieux l'apprendre avant, après. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas plus d'accidents avec les MP3, il y a très peu finalement de personnes qui sont, qui se sont tuées en MP3. Ça reste un véhicule qui est apparemment très sûr, et c'est peut-être plus lié en fait au comportement de ceux qui l'achètent et à leur vision de la mobilité. Peut-être que les motards sont un petit peu plus de temps en temps joueurs, et c'est peut-être moins le profil en fait de celui qui achète un Donc MP3. on est moins sur un profil motard. Alors il y a une question que je me pose, on a son MP3, son costume cravate, on va au bureau le matin. Est-ce qu'on peut ranger son casque dans... Maintenant oui. La selle est plus, le coffre sous selle est plus vaste qu'à l'origine, et franchement c'est pas du luxe, hein, parce qu'à l'origine avec un gros machin comme ça on pouvait pas mettre grand chose. Là c'est dur. Là, non, ils ont encore augmenté, c'est mieux. Autant je critiquais la sécurité de la version précédente, autant il y a une chose que j'adorais par rapport à ma moto aujourd'hui, ce sont les aspects en termes de confort. Donc c'est vrai, on est très bien assis, etc. Et puis je pouvais enfin ranger mon casque sous la selle, je pouvais mettre mon manteau, mes antivols. Quand j'arrivais à un rendez-vous, j'arrivais pas habillé en motard. Ça, c'était vraiment très bien. D'après ce que j'ai compris, on peut même carrément en mettre deux des casques. Le coffre fait 50 litres, c'est ça ? Ouais. Et Emmanuel, le phénomène MP3, enfin puis au-delà du MP3, de tout ce qui a été 125 depuis une dizaine d'années, ça a contribué à l'essor de votre marque. Ça s'est perçu comment ? Ça a contribué à l'essor de la marque sur un segment très urbain. Oui, comme Eric l'a signalé, il y a la moitié des MP3 qui ont été vendus dans le monde qui l'ont été en France. Donc c'est quand même des phénomènes qui sont très sud-européens. Nous, on le constate en France, en Italie, en Espagne. Mais du coup, oui, ça nous a forcé, nous qui étions une marque avec un ADN racing très fort, on sponsorise des pilotes sur les Grands Prix, à nous pencher très sérieusement sur ce marché-là et à devenir aussi légitime sur l'urbain qu'on ne l'était sur le vrai motard, entre guillemets. Donc oui, je pense que les 4 casques qu'il y a devant vous là aujourd'hui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ce phénomène de fond-là. Maintenant, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que je peux vraiment pas laisser passer ça. Il n'y a pas plus d'accidents en MP3 qu'en 2 roues, certes, mais il y en a quand même. Et quand on tombe d'un 3 roues et qu'on tombe d'un 2 roues, ça fait mal pareil. Donc quand je vois des images de personnes qui certes portent un casque, mais qui sont en costard-cravate, je dis attention. Le fait d'avoir 3 roues ne vous amène pas l'économie d'avoir au moins un bon blouson de moto. Ce MP3 il coûte combien ? 9000, ça commence à 9500 €, quoi. Dans cette version 500 c'est cher. cm. Oui, c'est cher. Parce que j'attendais. Une petite voiture. Non, c'est cher. C'est cher, mais ça remplit. Disons que ça correspond à un usage qui mérite pour les personnes qui l'achètent d'y consacrer cette somme-là. C'est quand même des aspects pratiques indéniables et la possibilité d'aller bosser le matin en évitant la grande majorité des bouchons. Et ça, il y a pas photo. Et puis encore une fois, sans avoir besoin de passer le permis moto, une simple formation de 7 heures. Si vous n'avez pas été assuré pour un 125 et que vous êtes déjà détenteur d'un permis B pendant les 5 années précédentes, vous pouvez avoir un 500 cm3, ce qui est quand même le gage de sécurité aussi, de pouvoir prendre l'autoroute pour aller bosser le matin, etc. Donc c'est ça aussi qui justifie la somme. Je vous dis pas que Piaggio gagne pas d'argent dessus et qu'ils en profitent pas un petit peu, c'est certainement le cas, mais voilà, ils sont précurseurs dans le domaine et la référence
concurrence aujourd'hui. Alors ils sont précurseurs, ils ont une concurrence aujourd'hui quand même. C'est quoi les 2-3 gros concurrents en amour assez vite? Il y en a deux. Le premier c'est Quadro, historiquement parlant. Premier c'est Quadro, marque italienne également. Qui est une marque italienne et qui est issue de Marabese Design, qui est en fait un studio de design qui est à l'origine du MP3. Il faut quand même le rappeler. Ils l'avaient d'abord proposé à Yamaha et qu'on n'a pas voulu. Ils l'ont proposé à Piaggio qui l'a pris. Enfin à Gilera d'ailleurs qui l'a pris. Et au final, donc ça a été créé par Piaggio. Et puis Marabese Design s'est dit après tout pourquoi on n'en ferait pas un. Ils ont inventé un nouveau système eux aussi de train avant à deux roues. Ce qu'ils ont donc commercialisé par la suite, c'est le Quadro 350D au départ, 350S. Ils pensent à faire un 4 roues ensuite, 4 roues qui penchent, ça va être assez rigolo. Ils se sont fait connaître comme ça d'ailleurs, avec des vidéos assez impressionnantes. Et puis dernièrement, c'est Peugeot. Je parle pas d'Adiva parce que c'est encore autre chose, ça ressemble un peu plus à un C1 de BMW avec un toit et deux roues à l'avant effectivement, mais Peugeot aujourd'hui qui est quand même un sérieux concurrent avec le Metropolis 400 qui est un très très bon scooter à 3 roues aussi, qui a une autre philosophie qui est encore plus proche de l'univers de la voiture. Ça se voit d'un point de vue design, ça se voit d'un point de vue des aspects pratiques, c'est un petit peu plus bas au niveau de la selle, il y a un confort différent, un moteur différent, mais ça touche à peu près les mêmes personnes pour le coup. On va reparler de... Oui, Driss, tu veux ajouter quelque chose? Oui, il y aura peut-être bientôt un nouveau concurrent. Ils attaquent par le 125, mais Yamaha arrive aussi avec un 3 roues et eux, ils ont une philosophie qui est de dire on veut faire un véhicule très accessible à la fois en termes de dimension, donc il est un petit peu plus petit, plus léger, et en termes de prix. Bon, c'est un 125 pour le moment, mais il pourrait aussi monter en cylindrée. Alors je vous renvoie à notre émission consacrée au Salon de la Moto, parce que je crois qu'on avait pas mal parlé de tous ces sujets-là. Vous la trouverez sur le site watch.tv. On va parler d'un tout autre chose. On va parler de voiture maintenant. On va passer sur 4 roues. Et on va commencer avec la nouvelle Polo. Alors nouvelle, c'est beaucoup dire. C'est ce qu'on appelle un facelift de la 5e génération. Et Eric, je sais qu'on l'a essayé au même moment. Est-ce que c'est encore une Polo ou est-ce que c'est devenu une Golf cette voiture? Ça c'est la bonne question du jour ça. C'est vrai qu'on voit que les voitures prennent de l'embonpoint, qu'elles grandissent, qu'elles sont de plus en plus accueillantes de génération en génération, et du coup là on se retrouve avec une Polo qui est quand même assez proche en termes de gabarit de ce qu'on pouvait imaginer de la Golf il y a quelques générations. Alors là le gabarit n'a pas tellement évolué, mais c'est pour tout ce qui est autour et dans la voiture, où là on est carrément monté en gamme, on a l'impression de passer un segment. Et puis après, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est effectivement une fois sur route, et qu'on est lancé, on était en Allemagne, donc on a pu s'en donner à cœur joie. Moi je suis quand même monté à 190 km/h avec une Cross Polo. Sur le papier j'en avais pas très ça m'inquiétait un peu, faut être honnête, et au final il s'avère qu'on a l'impression d'être largement dans le segment au-dessus et qu'on pourrait être dans une Golf effectivement. Donc la Cross Polo qui est une version un peu rehaussée, un petit peu baroudeuse dans l'esprit. C'est pas la version la plus dynamique, et c'est vrai que la Polo se décline dans un certain nombre de versions, dont des versions GT, GTI, etc. On aura l'occasion d'en reparler, certaines ne sont pas encore sorties. Donc c'est la 5e génération, elle est née en 1975, la première Polo. On se souvient dans les années 80 de la fourmi de Volkswagen, c'était le slogan. Donc on est sur une voiture qui est un peu plus grosse, un gabarit qui est ce qu'était la Golf à l'origine, même il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, elle a surtout progressé, on l'a dit, sur l'équipement, les motorisations également. Et alors moi, j'ai eu on va dire un petit choc en montant dans la voiture, parce qu'on est sur... Il y a des tas de nouveaux équipements d'information, etc., des grands écrans qu'on trouve dans la Golf. Ouais, et puis notamment, ils inaugurent quelque chose qui est assez impressionnant à mon avis, c'est le fameux MirrorLink, qui va permettre par exemple de transposer l'écran de son smartphone. Alors on va expliquer un peu ce que c'est que MirrorLink. On est sur une chaîne qui s'intéresse un peu à la techno. Donc voilà, puisque t'es parti, MirrorLink. C'est vraiment la transposition de l'écran du smartphone directement sur l'écran dévolu normalement au GPS ou à l'aspect multimédia de la voiture, et ça permet d'avoir en fait
on va citer, ça permet d'avoir l'écran de son iPhone directement sur l'écran et de profiter de certaines des applications, etc. Alors c'est là où je vais te couper parce que l'iPhone pas encore justement, et c'était d'ailleurs une des questions que je posais moi aux gens de Volkswagen. Pourquoi MirrorLink? Parce que MirrorLink, si on regarde un petit peu sur leur site, là, n'importe qui peut aller sur le site de MirrorLink. Vous avez la liste des matériels compatibles et finalement il y a peu de téléphones qui sont vendus en Europe qui sont compatibles. On trouve beaucoup de Panasonic, certes de Sony, quelques Samsung, mais pas encore l'iPhone et pas encore les stars du marché. Et j'avais trouvé ça un petit peu étonnant de la part de Volkswagen. Alors non pas qu'ils auraient dû préférer AirPlay ou taper dans Android, mais l'utilisation d'un système finalement aussi peu répandu sur une voiture aussi diffusée. La Polo, c'est 14 millions d'exemplaires vendus depuis le début quand même. Est-ce que c'est pas pour faire un coup de pub et puis au final, je sais pas, peut-être que ça coûte très cher justement de pouvoir adapter avec CarPlay dans les... Ils sont peut-être là un peu trop tôt aussi. Alors moi je leur ai posé la question, AirPlay ils sont pas fermés, eux ce qu'ils voudraient c'est faire venir Apple à MirrorLink et non pas eux prendre AirPlay, ce qui risque d'être compliqué, mais bon, les discussions sont en cours. On a bon espoir de voir s'ouvrir ce système. Alors attention, ça n'empêche pas de brancher son iPhone sur le système d'infodivertissement. Moi je parlais de l'iPhone parce que c'est forcément celui qui est le plus connu, et de deux parce qu'effectivement moi ils m'ont dit non mais ça va arriver, ça va être compatible, on va y arriver. Alors après effectivement ils en sont peut-être pas encore là. Mais aujourd'hui, je répète, on peut téléphoner avec son iPhone qu'on peut connecter à ce système, écouter sa musique. Enfin, les usages les plus courants de ce qu'on peut avoir envie de faire avec son téléphone dans une voiture pour ne pas l'avoir à la main. Ce qui est amusant, c'est que c'est la voiture qui inaugure ça chez eux en fait. Oui, effectivement, ça a été présenté au salon de Genève où il y avait un gros accent mis sur les technologies embarquées un peu partout, et Volkswagen, en même temps que Toyota d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, s'est lancé dans le fameux MirrorLink. Des nouvelles motorisations aussi, Eric. Des nouvelles motorisations qui sont, comme c'est prévisible, un peu moins gourmandes encore que les précédentes, et qui sont effectivement plutôt agréables à l'usage. Moi j'ai été assez surpris par un petit TSI, c'est-à-dire un moteur essence. Moi j'aime bien les moteurs essence, surtout sur les citadines. Je vois pas trop l'intérêt du diesel sur les citadines, et c'est vrai que ce petit TSI Blue Motion était quand même extrêmement efficace. Il y a de vraies bonnes sensations en fait au volant. On a pas mal de couples, on a pas mal de sensations. C'est pas si bruyant que ça, même en 3 cylindres, etc. Enfin on a essayé pas mal de motorisations, et honnêtement ils sont toujours... C'est vrai que c'est assez... ils sont assez forts quand même chez Volkswagen. Ils arrivent quand même à sortir des moteurs qui sont pas mal sur les voitures. Alors, moi, si je peux donner mon petit package préféré sur cette voiture, c'est effectivement un TSI, un bloc 90 chevaux, essence. Mais alors, non pas couplé à la boîte DSG, qui est habituellement plutôt une bonne boîte, mais moi, je l'ai préféré que la boîte mécanique il paraît. 5 vitesses. Je trouve, et je sais pas si c'est une sensation que d'autres essayeurs partagent, mais que cette boîte DSG, qui ici est proposée en version 7 vitesses, donc avec un carter sec, etc. Je la trouve moins agréable que ce qu'elle a pu être par le passé, un peu plus lente. Moi j'ai essayé que celle-là, avec la DSG, donc pour le coup j'ai pas d'élément de comparaison, mais il paraît qu'elle était un peu castratrice. Enfin, pour moi, voilà, le compromis le plus agréable, c'est ça, c'est aujourd'hui, le TSI 90 chevaux avec la boîte 5. Ce que je vous propose aussi, c'est de parler de la voiture de l'année. Alors, on en a déjà parlé dans le garage, mais elle arrive en version break, la Peugeot 308 SW. Elle a carrément grandi, c'est pas une berline dont on a recoupé l'arrière. Elle prend, je crois, 30 et quelques centimètres, 33 centimètres. Elle a grandi, elle est donc plus accueillante pour les passagers, elle a plus de coffre aussi, elle est surtout très très jolie, enfin c'est bien réalisé, je veux dire, le dessin est quand même plutôt pas mal, et puis là aussi ça inaugure des motorisations, la 308 qui sont records, enfin ils ont battu un record d'autonomie avec un seul plein, enfin c'est peut-être le moteur de l'année quoi. Alors voilà, là on voit un peu son système de modularité, ça c'est quand on l'a filmé à Genève, rappelez-vous, 33 cm de plus, l'empattement également a été modifié de 11 cm, ce qui permet de gagner un peu d'espace intérieur et puis de redéfinir un peu le coffre. Alors on voit à l'intérieur il y a de la place, il y a ce fameux e-cockpit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi personnellement c'est pas le truc que je préfère dans la voiture.
Je trouve que c'est too much. Pour le coup, j'aime pouvoir régler mon chauffage en appuyant sur une touche et pas en allant chercher dans des menus sur l'écran. Mais bon, là, c'est un parti pris. Mais au-delà de ça, c'est très épuré quand même. Pour le coup, ça donne quand même à voir quelque chose d'assez joli dans la voiture. Alors, tu parlais des moteurs. Et alors là, c'est vrai que je sais pas si tu as eu la même que moi, mais j'ai une révélation. C'est le nouveau moteur 3 cylindres de Peugeot, le 1,2 litre ITHP, 130 chevaux. Et ça a carrément été un choc pour moi. Celui-là, et puis... Ah oui, non, mais complètement, parce que ça m'a rappelé la bonne surprise comment dirais-je, du moteur, le 3 cylindres de Ford. Ça m'a rappelé cette bonne surprise-là. L'EcoBoost. En 1 litre, notamment, et sur la Focus, j'ai eu un peu cette sensation-là. C'est-à-dire que là, on a un moteur qui a 2 couples à bas régime, comme si on avait un diesel, qui a un petit peu d'allonge et qui permet d'avoir des sensations comme avec un moteur à essence. On a le meilleur des deux mondes. C'est de l'essence. Alors avec tout ce que ça projette derrière comme idée sur le diesel et que c'est pas très très bon pour nous et les particules, etc., ce qui est plus tout à fait vrai d'ailleurs, c'est vraiment un bon compromis. Et en plus ils ont ajouté une petite spécificité sonore qui fait qu'on a l'impression d'avoir un vrai moteur un peu musclé quand on se met en mode sport. Et ça, c'est génial. Un petit mode sport. Alors c'est vrai génial. Que ce qu'on peut peut-être expliquer à ceux qui nous regardent, c'est que le 3 cylindres est un multiple de 6 et que le bruit du 3 cylindres quand il est un petit peu poussé, travaillé, fait penser à un flat 6 Porsche, mais c'est vrai sur ce Peugeot, mais c'est vrai sur beaucoup de 3 cylindres. Il faut le travailler, quoi. Voilà, il y a une petite résonance qui est un peu gratifiante quand on met les gaz, même d'ailleurs sans mettre trop les gaz, mais il suffit de... Donc là, le mode sport ouvre un résonneur dans la voiture. Alors on l'entend également à l'échappement, mais pas autant que dans la voiture, j'ai envie de dire. C'est ça qui est... Alors, c'est sympa, mais un peu usant à la longue. On aurait aimé pouvoir déconnecter le résonneur en gardant le mode sport. Par exemple, histoire d'avoir un petit peu plus de poussée possible, une réaction à l'accélération. Et alors, bonne nouvelle également inaugurée sur la 308, c'est une nouvelle boîte auto qui s'appelle EAT6, qui est une boîte japonaise fabriquée par Aisin et qui remplace la fameuse BMP qui était décriée par tout le monde et que Peugeot s'est quand même entêté à proposer pendant encore pas mal de temps. Et qui est effectivement très très bonne parce qu'on a presque l'impression d'avoir un double embrayage, vraiment des sensations de passage, de vitesse qui sont très douces, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment une bonne boîte. Donc c'est quand Eric dit qu'il donne l'impression d'être une double embrayage, donc c'est une boîte traditionnelle à convertisseur qui n'impacte quasiment pas la consommation. On est peut-être à 5 grammes de CO2 en plus, donc c'est ridicule, et qui offre un agrément effectivement exceptionnel. Là encore, c'est le meilleur des deux mondes, de la boîte automatique, du confort, de l'agrément, de la réactivité. C'est une boîte qui est rapide. C'est la vraie bonne surprise en fait, une des dernières vraies bonnes surprises du groupe PSA, c'est cette boîte, parce que qu'est-ce qu'on avait pu critiquer la BMP6 qu'on trouvait sur les ITHP 130 ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on avait pu la critiquer, et là c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'en plus on en avait besoin en France d'une bonne boîte auto comme ça. Bien, une bonne boîte auto. Ce sera, Driss, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier tous. À Marseille, Emmanuel Mousset, merci. Merci à vous. Eric, tu reviens quand tu veux. T'es bienvenu. Driss, on se revoit bientôt. À très bientôt. Voilà. Et en régie, donc l'homme à 4 mains, comme je l'appelle, Benjamin Vincent, assisté de Mathie. Merci à vous, messieurs. À dans 15 jours. D'ici là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux.